complexe, car au fil des années, les technologies de l'information et de la communication se sont transformées, offrant de nouvelles possibilités et opportunités aux organisations. Cependant, elles doivent aujourd'hui se réorganiser pour faire face aux menaces de plus en plus nombreuses et sophistiquées. À l'évidence, la transformation numérique de nos sociétés a pour conséquence l'augmentation des risques. La confidentialité des données publiques ou privées représente un enjeu capital en matière de cybersécurité. De plus, les comportements des personnes dans l'utilisation de certains outils de communication peuvent les mettre en difficulté lorsqu'elles ne les compromettent pas. Les entreprises privées ou publiques sont également concernées au premier chef pour la protection des données et des informations stratégiques vis-à-vis de la concurrence. Les États ne sont pas en reste avec les risques terroristes qui menacent la sécurité nationale. Pour parler de la cybersécurité, je reçois l'incontournable Beïdissi, directeur général de Saytu SA, diplômé de l'Université Paris-Dauphine, professeur associé au CESAG et surtout auteur du livre blanc sur la cybersécurité au Sénégal qu'il vient de publier. Beïdissi, bonjour. Bonjour Monsieur Khan, bonjour chers auditeurs. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de publier donc, comme je viens de le dire, un livre blanc sur la cybersécurité au Sénégal. Un livre blanc, ça sert à quoi ? Tout d'abord, Monsieur Khan, vous me permettrez vous me donnerez la main pour me permettre de vous remercier, de m'avoir invité. Donc en réalité, le livre blanc, de manière globale, c'est un livre qui est gratuit, qui est public. Mais le livre blanc sur la cybersécurité, on l'a fait pour différentes raisons. Vous savez que Internet aujourd'hui est une ressource partagée. Donc naturellement, sa sécurisation devient naturellement une responsabilité partagée. C'est dans ce sens-là que Saytu a décidé d'écrire un livre blanc sur la cybersécurité au Sénégal. Et ce livre blanc vient à son heure parce qu'en réalité, on va en parler tout à l'heure, dans la stratégie nationale de cybersécurité, il y a un des axes qui parle de promotion de la culture cybersécurité. Et dans cet axe, il est important tous les ans d'avoir un livre blanc qui fait l'état des lieux de la cybersécurité et surtout qui donne les perspectives. Ça permet également dans ce livre blanc de voir l'ensemble des vulnérabilités qui touchent nos systèmes au niveau du Sénégal et naturellement d'avoir des recommandations pour pouvoir éviter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les cyberattaques et le risque cybercriminel, parce que le risque cybercriminel est très très présent dans notre espace. Est-ce qu'au Sénégal, les problématiques liées à la cybersécurité sont correctement prises en charge ? Correctement, ce serait trop dire. Mais je ne parlerai pas du Sénégal, je dirais au niveau mondial, c'est un phénomène qui touche l'ensemble des pays, que ce soit les États-Unis, la France. On a eu des cas comme l'Union africaine qui a été attaquée, comme le président Emmanuel Macron qui a été écouté, des fuites de données aux États-Unis. Donc naturellement, dire correctement que le risque, en tout cas ce risque est pris en charge, je ne le dirai pas. En tout cas, ce qui est au Sénégal, c'est qu'on est en train de mettre en place un dispositif. Déjà, il y a une stratégie nationale en matière de cybersécurité qui a été déclinée. Et au-delà, on a eu écho la dernière fois au niveau de la DIE qu'ils étaient en train de mettre en place un centre c'est un centre en fait pour lutter contre les cyberattaques. Mais dire que ces risques sont correctement pris en considération, ce serait quand même un niveau très élevé. Et c'est ce sur quoi je pense qu'on va aller à l'horizon 2022. Mais quel est l'état de la situation en matière de cybersécurité aujourd'hui au Sénégal ? Est-ce que, par exemple, la culture de ces questions-là est développée au niveau des entreprises, par exemple ? Pour moi, quand on parle de cybersécurité, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau étatique, il y a le niveau des entreprises et il y a les individus. Au niveau de l'État, on a quand même, comme je le disais tout à l'heure, défini une stratégie nationale en matière de cybersécurité. Il y a beaucoup d'axes qu'on doit mettre en place, dont la création de l'agence ou de l'autorité qui va gérer ces questions de cybersécurité. Ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas encore parce que, Bokar, il y a une chose qui est importante et qu'il faut comprendre en matière de cybersécurité, c'est un sujet transverse. Oui. On va avoir des cyberdiplomates parce que pour attaquer, je ne dirais pas e-radio, mais pour te prendre des données de votre téléphone, je ne vais pas le faire directement, je vais passer par plusieurs pays. Donc naturellement, quand on doit résoudre des problèmes dans plusieurs pays, on doit parler de cyberdiplomates. Quand on doit
doit résoudre des problèmes de terrorisme, on doit parler de cyberterrorisme au ministère de l'Intérieur, etc., etc. Donc, c'est une agence qui doit être mise en place pour pouvoir coordonner la tâche d'ensemble. Je donne un cas simple. Au niveau de l'armée, on doit arriver à créer un 4e corps qui serait le cybercommandement, parce qu'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien d'attaquer un pays par des fusils, mais si on peut, par exemple, plomber l'économie du Sénégal en 2-3 clics, ça, c'est quand même une guerre qui peut être lancée avec des armes cyber. Les États-Unis, ils ont une 4e armée avec 100 000 hommes. C'est ça. Qui s'occupent de cybersécurité, etc. C'est ça. Ouais. Et je pense, en tout cas, c'est ce qu'on conseille au Sénégal, c'est d'arriver à mettre en place ce cybercommandement. Donc là, c'est côté État. Maintenant, côté entreprise, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Parce qu'il faut comprendre aussi un peu la structuration de notre économie. On a 90% de notre économie qui est informelle. Au moins. Il reste maintenant 10%. Dans les 10% qui restent, les 90% des 10% qui restent, c'est des PME. Donc maintenant, voilà, ceux-là ne sont pas très très bien sécurisés en réalité. Ceux qui restent, c'est qui? C'est les telcos, c'est les banques. Si je prends le cas des banques, les telcos, les télécoms, c'est voilà, les télécoms, les entreprises de... C'est une émission en grand public, donc les gens ne comprennent pas forcément le jargon. Vous avez parfaitement raison. Si je prends le cas des banques, ils ont en fait des obligations réglementaires qui sont édictées, par exemple, par la Banque centrale, avec BAL 2, BAL 3, mais sinon, des exigences sur les cartes bancaires. Par exemple, le fait de pouvoir avoir une carte bancaire Visa ou Mastercard, ça veut dire que la banque est obligée d'être certifiée PCI DSS. PCI DSS, c'est des normes, en tout cas, c'est des normes qui doivent être mises en place au niveau des entreprises, au niveau des banques, pour être sûr que la transaction électronique se fait de manière sécurisée. Alors, soit ça ne marche pas, soit il y a un problème, parce que les banques sont régulièrement victimes d'attaques, ça devient même des faits divers. Hein, en fait, c'est à 2 niveaux. Oui. Comme j'ai bien dit, c'est que dans les banques, il y a 2 niveaux. Il y a la partie qui est quand même sécurisée, c'est la partie transaction électronique. Mais vous savez, en fait, quand on parle de cybersécurité, on parle de global. Parce que si, par exemple, vous avez une maison, vous fermez la porte et que vous n'avez pas fermé la fenêtre, c'est normal que quelqu'un puisse rentrer de l'autre côté. Donc les banques ont fermé les portes du coffre surtout, mais n'ont pas fermé les fenêtres. Bon, je ne le dirai pas comme ça, je ne dirai pas toutes les banques, parce que quand même quoi qu'on puisse dire, en tout cas moi j'ai mon argent en banque et depuis le temps j'ai jamais eu de problème sur mon compte. Mais quand on découvre le matin dans un journal qu'on a pompé 1 milliard ou je ne sais pas combien dans une banque, c'est inquiétant. En fait, tout ça c'est une stratégie qui doit être mise en place au niveau des banques en réalité, parce que on doit commencer dès la définition de la politique de sécurité des systèmes d'information. Et c'est une stratégie d'ensemble, parce que je ne sais pas, vous le savez très bien, vous le savez sûrement, le système d'information d'une banque est très complexe. Il y a de la monétique, il y a ce qu'on appelle le core banking, il y a d'autres, et actuellement on est obligé d'être digital, de s'ouvrir encore plus. Donc il y a des applications qui vont se greffer, etc. etc. D'accord ? Donc il faut une vision d'ensemble de la cybersécurité à 3 niveaux. Il y a un niveau qui est organisationnel, où on parle d'être humain, où en fait on parle de stratégie, d'organisation, de procédure, qu'est-ce qu'on doit faire, qui doit faire quoi, quand et comment. Il y a un niveau qui est infrastructure, donc là c'est les infrastructures, c'est les serveurs, c'est les ordinateurs, mais au-delà même, vous voyez aujourd'hui on vient tous au boulot avec notre téléphone portable qui nous appartient, on est connecté sur des réseaux sociaux, en même temps on utilise le téléphone portable pour comment ça s'appelle encore, pour accéder à nos comptes. Il y a ce qu'on appelle une stratégie de BOID qui doit être définie, Bring Your Own Device. C'est-à-dire qu'on doit arriver à scinder, à avoir 2 espaces virtuels sur le téléphone, où en fait il y a une partie c'est l'espace personnel et une autre partie c'est l'espace professionnel. Et comme ça on ne pourrait pas faire du copier-coller, faire ça des existe déjà de données, ça dans etc. les téléphones? Ça peut exister, on peut le mettre en place avec des stratégies qui sont, en tout cas, qui peuvent être implémentées au niveau des téléphones. Alors tout à l'heure vous parliez de 3 niveaux, vous avez parlé de l'État, des entreprises, maintenant du public, parce que quand vous dites que le secteur informel est majoritaire, c'est ça. Mais il est quand même touché par la cybersécurité. C'est ça, c'est pour ça que j'ai parlé du grand public. Et c'est important de parler du grand public quand on parle de cybersécurité. D'ailleurs, c'est pourquoi on fait autant de sensibilisation sur la cybersécurité et d'où en fait la facilité de lecture du livre blanc, c'était de se dire qu'en réalité, quoi qu'on puisse dire, on a quand même beaucoup d'équipements techniques qui peuvent exister. Mais ceux qui sont le plus touchés, c'est les individus lambda. Ceux qui, par exemple, aujourd'hui, Boubacar, on était en janvier, si je ne me trompe pas de chiffre, 16,5 millions de Sénégalais. Mais je pense que vous le savez, il y avait 16,6 millions de téléphones au Sénégal. Donc ça veut dire que
il y avait plus, en janvier 2019, plus de téléphones que d'individus au Sénégal. Mais donc, ça veut dire qu'on va aller plus loin. On a plus d'équipements connectés au Sénégal que d'individus. Oui. Donc, ces individus-là qui sont connectés, qui ont 2-3 téléphones, on le voit souvent, des personnes qui, par moment, ne sont pas allées à l'école, ne sont pas alphabétisées, ou par moment, ils ont ces téléphones juste pour faire du WhatsApp, etc. Il y a une sensibilisation qu'il faudrait mettre en place, tout un programme national pour les sensibiliser par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, pour les sensibiliser sur le fait que leurs données personnelles, en tout cas que Facebook ou WhatsApp, etc., en tout cas les réseaux sociaux de manière générale, sont en fait un espace public, qu'il ne faut pas publier tel type de données, qu'il ne faut pas parler de telle chose, ou bien quand on reçoit, je donne typiquement, moi je vois plein de vidéos qu'on envoie tout le temps sur WhatsApp, quand on reçoit une vidéo, autant pour moi, on doit regarder le contenu, parce que le fait de diffuser du contenu qui est pas, en tout cas qui est cybercriminel, si on peut le dire comme ça, par exemple pour inciter les gens à sortir dans la rue, ou bien même du contenu où on voit quelqu'un qui est nu, on ne doit pas diffuser ce contenu. En tout cas, les partager. On ne doit pas le partager. Donc tout ça, c'est un travail de sensibilisation énorme qu'on doit faire, parce que je le rappelle, Bokar, notre économie n'est pas similaire à l'économie des pays européens ou occidentaux. Justement, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on a le même niveau, les mêmes types de menaces aux États-Unis, en France, au Sénégal ou au Maroc? Il y a des menaces qu'on voit au Sénégal et qu'on voit partout. C'est par exemple des menaces sur de l'infrastructure. Par exemple, des menaces sur une application web. Ça peut être les mêmes types de failles. Mais par contre, au Sénégal, ce qu'on voit en plus, ou en Afrique de l'Ouest, ce qu'on voit en plus, il y a d'autres types de menaces. Par exemple, les broutages. Le fait de, par exemple, quelqu'un vous envoie un message, vous dit bonjour, je suis actuellement hors du Sénégal, j'ai un problème, envoyez-moi de l'argent. Ça, c'est des cybercrimes qui sont présents et qui sont différents de ce qui se passe dans d'autres pays. Mais au Sénégal, il y a différents types de menaces qu'on voit et qu'on voit dans tous les pays. Alors, les chantages dont sont victimes un certain nombre de personnes, où il y a une vidéo qui circule ou qui est compromettante, ça, c'est très courant et ça rentre dans le cadre de ce dont on est en train de parler. Oui, c'est ça. Ça rentre dans le cadre de la cybercriminalité. Et parce que naturellement, quand on prend même la stratégie nationale de cybersécurité du Sénégal, on a défini la cybercriminalité de deux manières. C'est le fait d'abord d'utiliser la technologie pour commettre un crime, ou d'utiliser pour commettre un crime directement, par exemple avec l'ordinateur, je vais voler de l'argent, etc., etc. Ou bien directement d'utiliser, en tout cas qu'il y ait une utilisation durant en fait le cybercrime de la technologie. Donc c'est les deux niveaux qui sont définis. Mais le cadre légal aujourd'hui, est-ce qu'il prend en compte tout cela? Le cadre légal... Lorsque par exemple, je vous donne un exemple concret, lorsque vous volez, vous commettez un vol au moyen d'une technologie, soit d'un téléphone, de l'internet, etc. Est-ce que le fait d'utiliser une technologie est une circonstance aggravante, comme par exemple la réunion, le fait de commettre un vol la nuit, etc. Ou est-ce que c'est juste un vol? Bon, je préfère le dire, je ne suis pas juriste, mais en tout cas, ce qui existe, c'est qu'aujourd'hui, le cadre légal le prend en considération. On a une législation sur la cybercriminalité qui a été, qui a été appuyée par la mise à jour en fait du code pénal dessus. Mais au-delà, c'est un point qui est important dans le premier axe de la stratégie nationale de cybersécurité, où on parle en fait de mise à niveau de la juridiction et des institutions. Donc ça veut dire naturellement que le cadre juridique devrait évoluer. Après, comment ce cadre juridique devrait évoluer, ça je pense que je laisserai la parole aux juristes. On évitera ça. Voilà, un juriste pour répondre aux juristes. Mais tout cela est assez... non seulement c'est important, mais on s'étonne un tout petit peu qu'on ne soit pas encore à jour par rapport déjà à cette agence dont on parlait tout à l'heure et à un certain nombre de dispositifs. On est à l'ère du fast track. Faut aller vite. Donc, je ne comprends pas. Est-ce que vous avez des informations? Pourquoi ça traîne? Déjà, en fait, Bokar, il y a un point qui est important. C'est que j'ai parlé de stratégie nationale de cybersécurité. Mais avant cette stratégie nationale de cybersécurité, il y avait une autre stratégie qui est très importante dans le développement du numérique au Sénégal. C'est la SN 2025. C'est la stratégie nationale Sénégal 2025. Pourquoi j'en parle? Parce que dans cette stratégie, il y avait un des prérequis de cette stratégie qui s'appelle la confiance numérique et la cybersécurité. Et c'est par rapport à ce prérequis qu'en tout cas le président de la République avait décidé de mettre en place une stratégie nationale de cybersécurité. D'accord? Et si on reprend déjà le premier document qui était fait
la première stratégie qui a été mise en place, c'est la stratégie nationale Sénégal 2025. Dans cette stratégie Sénégal numérique 2025, on aurait dû créer en réalité l'Agence nationale de cybersécurité depuis 2016 ou 2017 en tout cas. Bon, ça s'est pas fait. Ce qu'on espère, parce que j'avais en tout cas dans la SN 2022 si je ne me trompe pas, c'était soit en 2019, soit en 2020, on doit créer l'Agence nationale de cybersécurité. Bon, pourquoi on ne l'a pas créé? Je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais je peux me dire que honnêtement, sans cette agence, sans cette autorité, on n'arrivera pas réellement à cerner le problème. Est-ce que l'agence va couvrir tous les champs d'action? On voit quand même qu'en France, par exemple, ils ont une agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est la même chose? C'est la même chose, c'est juste que le nom qui a un peu évolué. Oui. Et au Sénégal, on ne sait pas encore si ça va être une agence ou une autorité ou un bureau. En tout cas, on doit créer quelque chose qui doit être transversal à l'ensemble des ministères, qui doit être rattaché très très haut, potentiellement au niveau de la présidence, pour pouvoir coordonner, comme je disais tout à l'heure, cette tâche d'ensemble. Oui. Et c'est au niveau maintenant de cette agence qu'on doit créer ce qu'on appelle le CERT. Bokar, tout à l'heure j'ai parlé de CERT au niveau de l'ADIE. Oui. C'est important de parler de ce point, parce qu'en matière de contrôle interne, que ce soit dans les entreprises ou les organisations, etc., il y a ce qu'on appelle les 3 lines of defense, les 3 lignes de maîtrise. Oui. Il y a une première ligne de maîtrise où c'est celui qui s'autocontrôle. C'est-à-dire que je mets en place un dispositif, mon patron vient voir si le dispositif a été mis en place. Ça, c'est la première ligne de maîtrise. La deuxième ligne de maîtrise qui doit être indépendante, c'est ce qu'on appelle le contrôle permanent. C'est un contrôle qui doit se faire de manière permanente et au niveau en fait du dispositif qui a été mis en place. Et la troisième ligne de maîtrise, c'est un contrôle périodique. C'est ce qu'on appelle l'audit. C'est pourquoi j'en parle, parce que l'ADIE a mis en place un projet de CERT national, ou en tout cas, ils sont en train de le mettre en place. Mais ce CERT national ne doit pas être basé au niveau de l'ADIE. L'ADIE a le droit de se contrôler et de voir si ces systèmes sont sécurisés. Mais par contre, le deuxième niveau de contrôle interne doit être rattaché directement au niveau de l'Agence nationale de cybersécurité pour garantir en fait en tout cas, on ne peut pas être jugé parti, c'est simple. On ne peut pas mettre en place quelque chose et dire c'est bon. Est-ce que ça peut être une autorité indépendante? L'autorité indépendante serait l'Agence nationale de cybersécurité qu'on doit créer. Et qui serait rattaché à la présidence. Et qui pourrait... Parce qu'il n'y a plus de primature dans quelques jours en tout cas. Bon, en tout cas, ça c'est un sujet politique que je ne maîtrise pas. Oui, mais il faut que l'agence soit rattachée quelque part. L'agence doit être rattachée, pour moi, même si la primature existait, l'agence doit être rattachée à la présidence de la République pour différentes raisons. Oui. Parce qu'aujourd'hui, en matière de cybersécurité, on a différentes... C'est transversal. C'est transversal, mais au-delà du fait d'être transversal, il y a d'autres corps qui existent déjà. Au niveau de la présidence, on a le service des chiffres, si je ne me trompe pas de nom. Au niveau de la présidence, on a la CDP. Oui. Donc, il serait plus logique que l'Agence nationale de cybersécurité soit au-dessus de l'ensemble de ces structures que d'être à un autre niveau. Très bien. Tout à l'heure, vous avez parlé de CERT. Oui. C'est un acronyme anglais qui signifie Computer Emergency Response Team. C'est ça. Bon, je ne suis pas sûr de l'accent. Mais pour l'expliquer à vos auditeurs, c'est ça. Voilà. Un CERT, c'est en fait un dispositif technique qui est mis en place pour voir les cyberattaques qui, en tout cas dans un pays, si c'est un CERT national, on arrive à voir tous les cyberattaques parce que le CERT doit être en fait connecté aux infrastructures du gouvernement, mais aussi aux infrastructures critiques. Je m'explique. Ce qu'on appelle infrastructure critique, Boka, c'est par exemple si vous prenez des entreprises ou des sociétés, excusez-moi de citer, mais comme la Sénélec ou la Société africaine de raffinage, qui font énormément de chiffres d'affaires. Si par exemple on arrive à plomber la Sénélec, c'est comme si on avait attaqué le Sénégal. Donc les infrastructures de la Sénélec sont critiques. Les infrastructures de la SAR sont critiques, ou même d'autres entreprises qui sont dans le privé, les banques, la SDE, Sonatel, etc. Ou les impôts. Ou les impôts. Donc en fait, le CERT est relié à ces infrastructures critiques et supervise ces infrastructures critiques. Ce qui est intéressant dans le CERT, c'est qu'à un instant, on peut en fait comprendre la typologie des attaques par de l'intelligence artificielle, par des robots, parce que en réalité, Bokar, par minute, on est attaqué des millions ou des milliards de fois. Ah bon? Oui, partout dans le monde, peut-être même chez vous, partout. Bon. C'est tout le réseau qui est attaqué en même temps. Donc, ce CERT apprend en fait à comprendre les attaques qui sont effectuées par les attaquants et apprend à mettre en place des dispositifs pour nous protéger. C'est pour ça que je disais que ce CERT doit être positionné au deuxième niveau de contrôle et pas au premier niveau de contrôle, parce qu'il y a un troisième également. Le CERT, il existe ou pas au Sénégal?
Pour l'instant, l'ADIE avait en tout cas lancé un projet pour dire qu'ils ont un CERT. Bon, donc on n'a pas de CERT. Bon, je ne dirais pas qu'on n'a pas de CERT. Enfin bon, il faut qu'on soit... En tout cas, ils ont fait un lancement officiel. Soit on l'a ou on l'a pas. Je ne pense pas que le CERT soit pour l'instant donc il fonctionne pas. opérationnel. Bon, il existe de nom sur le papier, mais il fonctionne pas, c'est ça? Ah, ça, il faut demander à l'ADIE. D'accord, on demandera à M. Baroum, directeur général donc, de l'ADIE. Voilà. Et donc, est-ce qu'au Sénégal, parce que toutes les choses dont on parle là, oui, ça nécessite quand même des degrés de connaissance et de technicité assez élevés. Est-ce qu'on a les ressources humaines au Sénégal pour ça? On a les ressources humaines au Sénégal. Pourquoi je le dis? C'est qu'en réalité, on a quand même beaucoup d'ingénieurs qui sont formés au Sénégal. Mais pourquoi je dis encore qu'on a les ressources humaines? C'est qu'on a beaucoup de Sénégalais qui sont à l'étranger et qui sont excellents dans le domaine de la cybersécurité. Oui, mais ils ne sont pas là. Qui ne sont pas là pour le moment, mais je pense qu'ils pourraient, en tout cas, si... Il faut une stratégie pour les faire venir. Si le président de la République le souhaite, il pourrait voir comment faire revenir ces Sénégalais. Parce que je pense que quand on parle, parce qu'en réalité, même dans le livre blanc, on en parle. Oui. À un instant, on a parlé de réserve de cyberdéfense. Et dans cette réserve, il y a une réserve militaire de cyberdéfense, mais on doit avoir même une réserve citoyenne de cyberdéfense. C'est des gens comme vous et moi qui connaissent la cybersécurité et qui, en cas de guerre, en cas de cyberguerre, autant pour moi, peuvent venir servir leur pays. Leur pays, oui. Voilà. Donc, mais il y a un autre point qui est important, Bokar, qu'il faut prendre en considération. Excusez-moi, je change de stratégie à chaque fois pour expliquer. Parce que quand on prend la SN 2025, la stratégie Sénégal numérique 2025, le deuxième prérequis, c'est le capital humain. Donc, il y a tout un tas de projets qui sont mis en place pour développer ce capital humain par la formation. Quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui au Sénégal, il y a quelques écoles qui existent et qui font dans la cybersécurité. Oui. Et il y a d'ailleurs eu le projet d'école sous-régionale à vocation qui est à l'ENA. Est à l'ENA. Oui. Mais au-delà, il y a un autre projet qui, en tout cas pour moi, m'intéresse plus. Mais est-ce que le fait que ce soit à l'ENA ne pose pas problème? Et pourquoi on ne l'a pas mis à l'université Cheikh Anta Diop ou, je sais pas, à l'ESP? En fait, Bokar, il y a un point qui est important de comprendre. Oui. En 2018, on avait fait une rencontre à Saly avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour la création de l'Institut supérieur des technologies avancées qui sera à Diamniadio. Oui. Ce sera notre polytechnique, même peut-être polytechnique de l'Afrique de l'Ouest. Dans cet institut, il va y avoir tout un programme qui est dédié à la cybersécurité et qui a été mis en place. Après, que l'école à vocation régionale se trouve à l'ENA ou pas, ça, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas dans le secret des dieux. Pourquoi ils l'ont fait, je ne sais pas. Mais au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, on a déjà des masters qui sont spécialisés dans la cybersécurité au niveau de l'ESP. Mais au niveau même de l'université Cheikh Anta Diop, il y a le master TDIC, transmission de données, cryptographie, quelque chose. En tout cas, master TDIC qui parle de la sécurité de manière globale. Oui. Et où, en fait, aujourd'hui, presque, on va dire que 80% des ingénieurs sénégalais qui ont été formés au Sénégal sortent de ce master. Donc, on a quand même un potentiel qui existe et je pense qu'il faudrait qu'on... Est-ce que par rapport au niveau international, parce que vous voyagez beaucoup dans plusieurs pays développés notamment, est-ce qu'ils sont au même niveau que les Français, les Américains, les Marocains, les Chinois, etc. C'est ça la question. Ou est-ce qu'il y a des échanges universitaires qui permettent justement d'élever le niveau? Bon, je ne sais pas s'il y a des échanges ou pas. Ça, très honnêtement, je ne sais pas. Par contre, ce que je peux dire, pourquoi je peux me permettre de dire que certains ne sont pas au même niveau. Parce qu'en réalité, quand on parle de cybersécurité, on parle de certification internationale. Il y a des certifications comme le Certified Ethical Hacker, comme l'OSCP ou le CISSP, où en fait, si on regarde en termes de capital humain au Sénégal, les gens qui l'ont, peut-être qu'il n'y a pas plus de 100 ou 150 personnes qui disposent de ces certifications. Et c'est ces certifications qui font qu'on est reconnu ou pas. D'accord. Après, quand on prend, je vais parler tout à l'heure de l'ISTA, et l'ISTA vient pour corriger ça, en réalité. Et dans le programme de l'ISTA, il y a en fait des cours spécifiques par rapport au passage de ces certifications. Il y a une autre barrière qu'on a en réalité, c'est la langue. C'est que quand on parle de cybersécurité, il faut parler anglais. Et bon, en tout cas... Il faut que les gens s'y mettent. C'est ça. Je pense qu'il faut qu'on s'y mette et qu'on comprenne un peu plus quand on parle de façon de technologie. Mais est-ce que dans le document de stratégie dont vous parliez, la stratégie numérique 2035, c'est ça? 2025. 2025.
est-ce qu'on prend en compte ces aspects-là, c'est-à-dire de former des ressources humaines capables d'aider le pays à faire face à ce type de menaces? Oui, en fait, dans cette stratégie 2025, comme j'ai dit, il y a 4 axes de développement et 3 prérequis. Oui. Le deuxième prérequis, le troisième, c'était la confiance numérique. Mais le deuxième prérequis, c'est le capital humain. Et le premier, pendant qu'on y est? Le premier, c'est la mise en niveau de la juridiction et en tout cas de l'organisation du numérique, si on peut le dire comme ça. Bien, la transition est toute trouvée. Alors, dans le livre blanc, page 19, il y a un tableau très intéressant qui sert à apprécier un tout petit peu, domaine par domaine, le classement du Sénégal à l'indice de cybersécurité. On est 88e parmi 193 pays couverts par cette étude que vous citez, le GCI 2017 de l'UIT, l'Union internationale des télécoms. Oui. Alors, on va commenter un tout petit peu ce classement du Sénégal et les critères qui permettent d'apprécier la position du Sénégal sur ce tableau. On ne peut pas les prendre tous parce que c'est un peu long. Quels sont pour vous les critères les plus emblématiques et sur lesquels le Sénégal doit encore faire des efforts pour arriver à des normes quand même acceptables? Déjà, l'étude a été réalisée en 2017, cette étude. Oui. Entre-temps, il y a eu quelque chose qu'on a fait. Mais les 3 choses les plus importantes, c'est la stratégie qu'on doit définir. À partir de la stratégie, on doit créer l'autorité ou l'agence qui gère la cybersécurité et on doit créer le CERT national. Bon, la stratégie, on l'a. La stratégie, on l'a. L'agence, on l'a pas. Le CERT, on l'a pas. Encore, voilà. Bon, donc ça nous fait 1 sur 3. Bon, je ne sais pas si on doit dire 1 sur 3, bah, si. Mais en tout cas, voilà, je pense que, en fait, en réalité... Mais c'est en bonne voie. C'est en bonne voie parce que je pense que la création de l'agence se fera imminemment. Oui, il serait bien inspiré de passer en mode fast track parce que là... Il faut quand même aller vite parce que les menaces sont constantes, sophistiquées, régulières, comme vous venez de le dire. Il y a des millions d'attaques. Pour moi, le fast track doit toucher la technologie. En réalité, on doit être maintenant agile. Même pour au-delà, par exemple, quand on prend la SN 2025, on doit réfléchir à des technologies de rupture comme la blockchain, comme l'intelligence artificielle, comme l'IoT, et laisser quelques technologies qu'on utilise toujours. Donc le fast track, de manière globale, doit toucher la technologie. Et on doit, par exemple, je donne le cas de la blockchain, qui peut résoudre en fait énormément de choses dans notre culture. Et pour moi, qui est la technologie qui répond le plus à notre culture informelle, qui pourrait, par exemple, quand le président de la République parle de dématérialisation des procédures de l'État, pour moi, la première étape la plus importante, c'est la digitalisation de l'identité et de la citoyenneté, Bokar. Parce que dématérialiser un process peut être facile. Le plus dur, c'est de comprendre les individus. Quand je parle de digitalisation de l'identité, Bokar, je parle de l'état civil. Si on n'a pas un fichier d'état civil où on est sûr que tout Sénégalais qui naît à un état civil où tout mariage est mis enregistré, etc., et ça, pas par des technologies qu'on avait l'habitude d'avoir, des ERP, tout ça. Ça, c'est plus à la mode. On doit aller vers de la blockchain, on doit innover et on doit oser y aller. Voilà. Donc, par exemple, typiquement, sur ce projet, ça pourrait être intéressant de déjà commencer par la digitalisation de l'identité et de la citoyenneté. Ça, après, pour moi, dématérialiser un process, c'est une question de semaines. C'est assez rapide. Mais du moment où on ne connaît pas encore ces citoyens, on ne peut pas continuer. Je donne un cas simple, Bokar, pour le comprendre. C'est que si l'investissement, c'est 10 ou 15 milliards, c'est rien du tout. Pourquoi? Je donne juste, quand on fait des statistiques, chaque 3 ans, chaque 4 ans, si je ne me trompe pas, on est obligé de faire des statistiques, un recensement de la population. À l'ère de la révolution 4.0, le recensement, pour moi, ne doit plus se faire de la même manière. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une naissance, à chaque fois qu'il y a un mariage, on doit le savoir de manière instantanée. Et la technologie qui le permet, c'est le cas en Tunisie. C'est le cas en Tunisie, même au Rwanda. Où l'État peut vous dire au détail près qui est né, à quel endroit, chaque jour. Bokar, savez-vous combien coûte en fait un recensement de population? Plus de 10 milliards. On met juste 10 milliards sur la digitalisation. Pour compter les gens. Oui, voilà. Mais si on met 10 milliards sur la digitalisation de l'identité et de la citoyenneté, Bokar, on va gagner énormément d'argent. Et même au-delà, quand on parle d'émergence à partir de 2035, pour moi, si on arrive à digitaliser l'identité et la citoyenneté et qu'on arrive à dématérialiser des process et que réellement on arrive à mettre en place la SN 2025 avant 2025, parce que je reste convaincu que 2025 c'est trop loin, pour moi, on pourrait même à partir de 2025-2027 rentrer dans cette émergence. Alors, ce que vous dites est intéressant en ce sens qu'il y a aussi un problème de souveraineté. Oui. Parce que la plupart du temps,
quand on doit faire ce genre de choses au Sénégal, on a recours à des entreprises étrangères. C'est le cas pour les pièces d'identité, c'est le cas pour un tas d'autres documents, notamment les permis qui sont en train d'être faits, etc. Donc on a toujours les passeports, etc. On a toujours eu recours à des entreprises étrangères, ce qui pose un problème de sécurité des données et de confidentialité et même de souveraineté. Est-ce que justement la stratégie qui est élaborée et qui est pensée prend en compte ces aspects pour permettre à des entreprises sénégalaises qui ont pignon sur rue au Sénégal de prendre en charge ces questions pour que l'État au moins puisse avoir un interlocuteur quand il y a un problème? En fait, cette stratégie ne prend pas en considération ces aspects. Mais je suppose qu'il y a d'autres stratégies qui prennent en considération l'écosystème du secteur privé. Après, Bokar, moi-même, je suis directeur général d'une société. Oui. La problématique qu'on a en réalité au Sénégal, c'est que si je prends le domaine de la technologie que je maîtrise, c'est très dur de voir une entreprise qui fait plus de 5 à 6 milliards de chiffres d'affaires. Au Sénégal. Bon, à part Sonatel... Oui, non, quand je parle d'entreprise, je parle les PME. Des PME qui les petites entreprises. Voilà, à part de Sonatel, moins de 25 salariés, effectivement. 50. Voilà. Mais même qui sont dans l'écosystème technologique, à part les telcos, oui. Sonatel, Tigo, etc., oui. les autres, pour faire plus de 6 milliards, c'est compliqué. Et malheureusement, ce que j'ai remarqué, c'est que les Sénégalais n'aiment pas s'associer. Très honnêtement, moi, je serais eux. D'ailleurs, c'était le modèle qu'on a mis en place pour créer Seitou. Je suis allé voir des entreprises sénégalaises qui faisaient entre 2 et 3 milliards de chiffre d'affaires et qui avaient des départements dans la sécurité. Je leur ai dit, venez, on se met tous ensemble et on crée un champion national. Oui. Et c'est là où on doit aller. C'est-à-dire que, parce qu'un projet de 50 milliards ou de 100 milliards, c'est normal qu'on ne le confie pas directement à une entreprise qui fait 2-3 milliards. Oui. Par contre, ce que j'aurais bien aimé qu'on insère dans ces codes de passation de marché, d'ailleurs on l'avait fait durant un projet qui s'appelle le système intégré de gestion de l'information financière, le SIGIF, qui fait qu'Atos soit venu au Sénégal. On avait, parce que j'avais travaillé autant moi avec Ibrahim Faye qui est le directeur du projet, on avait mis une clause pour dire que personne ne peut gagner si vous n'êtes pas avec une entreprise sénégalaise. Oui. Donc au moins ça permet aux entreprises sénégalaises de bosser. Mais si je reviens à votre question de souveraineté, elle est plus profonde. Parce que Bokar, vous remarquez, vous avez un ordinateur qui n'a pas été fabriqué au Sénégal. Du tout. Au niveau de l'État, au niveau de la présidence, au niveau des ministres, on a des ordinateurs qui ne sont pas fabriqués au Sénégal. Oui. On doit se poser une question. Est-ce que dans ces ordinateurs, il y a ce qu'on appelle des portes dérobées ou pas? Je suppose qu'un ordinateur ou un téléphone qui est donné à une autorité a été testé. Mais officiellement... C'est pas toujours le cas. Hein. Bon, je ne sais pas, mais je suppose. Mais officiellement, on devrait mettre en place un centre de rétro-engineering. C'est-à-dire que toutes les technologies qu'on importe, parce que Bokar, je vais vous le dire maintenant, faut pas qu'on me dise à la fin, oui, mais pourquoi on ne créerait pas notre marque de téléphone? Non, le business model n'existe pas. 16 millions de Sénégalais, ou même si on était 100 millions, il n'y a pas réellement vraiment un business model pour soutenir en fait la construction de marques de téléphone. Mais si on continue à utiliser les mêmes téléphones, Samsung ou machin, ou les mêmes ordinateurs, excusez-moi, on doit faire quelque chose d'important, c'est-à-dire que tout le matériel qui est destiné en tout cas aux cadres, aux fonctionnaires, doit passer par un centre de rétro-engineering. L'idée du rétro-engineering, c'est qu'on puisse retester l'ensemble de l'équipement qui nous a qui a été mis à notre disposition, déjà même pour nous assurer que personne ne nous écoute. Oui. Voilà. Et puis, il y a eu un cas récemment dont la presse a parlé, que la France aurait livré à l'armée sénégalaise des ordinateurs qui étaient équipés de certains dispositifs qui permettent de voir tout ce qu'il y a. Effectivement, ce n'est pas un cas récent en réalité. Bon. C'est un cas qui était en 2002 ou 2003 ou 2004. Mais c'est un problème mondial parce que toutes les machines qui circulent dans le monde entier permettent, avec ce système de portes dérobées, de voir un peu ce que fait l'utilisateur. C'est une faiblesse. Je parle même pas des machines. Je parle des montres connectées. Je parle des téléphones, des télés qu'on a dans nos maisons. Peut-être que quelqu'un allume quelque chose pour nous écouter. Je parle des caméras dans nos maisons, dans nos bureaux, etc. Donc, il faut qu'on arrive à avoir en fait ce centre de rétro-engineering. Mais tous ces projets, Bokar, ne peuvent pas exister sans la création de l'Agence nationale de cybersécurité. Bon. Voilà. Donc c'est le principal point qu'il faut retenir de nos discussions jusqu'ici. Alors on va analyser le top 10 des menaces ou vulnérabilités qui est aussi dans le livre blanc et qui expose un certain nombre de choses, les 10 principales vulnérabilités au Sénégal. On va pas toutes les citer, mais quelles sont les 2-3 principales qu'il faut retenir et sur lesquelles il faudrait peut-être concentrer les efforts? En fait, je vais le présenter d'une autre manière. Oui, c'est-à-dire que quand on parle de système d'information, on parle de 3 niveaux.
il y a le niveau organisationnel, il y a un niveau où on parle d'infrastructure, et le troisième niveau, c'est les applications qui tournent autour. Si on prend le niveau organisationnel, on va avoir, par exemple, des problèmes liés à l'être humain. Liés à l'être humain parce qu'il n'a pas été sensibilisé. Parce qu'il utilise des mots de passe. Par exemple, je m'appelle BDC, mon mot de passe c'est BDC. Oui. Ça, par des attaques des attaques par dictionnaire, on arrive à le trouver facilement. Je m'appelle BDC, je mets le nom de mon épouse, etc. Donc ça, c'est le premier problème qu'on rencontre. C'est un problème de sensibilisation des hommes qui sont autour du système. Le deuxième problème qu'on voit et qui est quand même très important, c'est la non mise à jour de nos systèmes d'information. C'est-à-dire, Bokar, vous voyez souvent sur votre téléphone, on vous propose une mise à jour, mais vous allez vous dire non, mais c'est trop long, je ne vais pas faire, etc. Il faut le faire la nuit. Alors que les mises à jour, c'est pour corriger des problèmes de sécurité. Et des fois, ça amène des améliorations, mais parmi les améliorations, on corrige des failles de sécurité. Je donne un cas simple. Il y a 2 ans, on a eu l'attaque la plus grande au monde. C'était le WannaCry. Le WannaCry attaquait en fait des systèmes Windows qui étaient vulnérables. Mais ces systèmes Windows vulnérables, on les voit toujours au Sénégal. Hein? Cette faille-là qui a été utilisée par le WannaCry pour pouvoir, pour pouvoir crypter les données sur la machine, existe toujours. En tout cas, nous, on les voit presque partout où on va. Que ce soit dans l'administration, dans les entreprises ou même dans les maisons. Ce qui rend ces machines-là... Ce qui rend ces machines vulnérables. Parce qu'il y a un problème de mise à jour. Et puis, il y a un autre problème qu'on rencontre aussi au Sénégal, c'est les logiciels craqués. On a tous des logiciels piratés, mais quand quelqu'un crée un logiciel pirate et vous le donne gratuitement, le gratuit n'existe pas. Donc c'est ça que les gens doivent savoir. Donc ça introduit un cheval de Troie. Même au-delà, ça peut même introduire, par exemple, quelque chose qui vous permet de prendre à distance votre téléphone, de vous écouter, de faire tout ce qu'il faut. Donc ça aussi, c'est un autre problème. Côté application maintenant, il y a beaucoup de failles qu'on trouve dans les applications, dans les sites, mais au-delà des applications et des sites, des core systèmes, qu'on prenne des core banking ou des gros ERP, par exemple, qui sont utilisés dans les entreprises, par exemple, dans des entreprises de manière globale, qui peuvent avoir des failles de configuration et de paramétrage. Parce qu'en réalité, la fin, il y a plusieurs fins quand on fait une cyberattaque. Il y a l'atteinte à l'image, il y a le fait qu'on peut... ça peut être crapuleux, on va avoir de l'argent. Voilà, voler de l'argent, etc. etc. Mais donc, en utilisant ces failles, il y a ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, le fait de connaître Bokar travaille où, comment s'appelle son épouse, etc. Mais on va même jusqu'au paramétrage du produit que Bokar utilise dans son entreprise. Si le produit a été mal paramétré, on pourrait facilement y intégrer quelque chose qui nous permet d'écouter ou de prendre de l'argent ou même de récupérer des informations. De récupérer des informations confidentielles. Voilà. Très bien. Par contre, il y a une remarque. Vous parliez tout à l'heure des personnes qui utilisent ces machines et tout ça. J'ai remarqué, en regardant un certain nombre de cartes de visite de nos ministres et de certaines autorités, qu'ils ont tous des boîtes mail Yahoo, Hotmail, etc. Bokar, le problème des sur leur carte de visite, je ne vais citer aucun ministre, mais... Sur leur carte de visite, le président de la République, si je ne me trompe pas, il y a 1 an ou 2 ans, avait dit en Conseil des ministres qu'il l'interdisait, mais personnellement, je vois toujours des ministres qui l'ont. Donc, le problème pour moi est beaucoup plus profond que le fait d'avoir la boîte mail Yahoo. Pourquoi? Je pense que là où... Yahoo a été piraté et il y a des données qui ont été... Gmail ou peu importe. Parce qu'en réalité, quand on arrive à avoir... quand on utilise les emails dans le cloud, il peut y avoir un problème de sécurité. Mais pour moi, là où on doit arriver, Bokar, c'est qu'on doit avoir un cloud souverain. Au niveau, au moins, soit au Sénégal, ou bien au niveau de la CEDEAO, ou au niveau de l'UEMOA. Donc le problème est beaucoup plus profond que ça. Et je pense qu'il y a un problème de sensibilisation également. C'est vrai que le président de la République en avait parlé, mais peut-être qu'eux-mêmes, ils ont du mal à utiliser leur email.gouv.sn. Enfin, c'est surréaliste ça. Bon, je ne sais pas. L'utilisation d'une boîte gouv.sn, c'est pas aussi compliqué que d'utiliser la boîte Yahoo ou Hotmail. Je suis d'accord avec vous. Donc c'est le moment de les sensibiliser, de leur dire qu'il y a un réel risque
du fait d'utiliser, surtout parce que c'est des ministres, c'est des DG de sociétés importantes. Et comme vous dites qu'ils utilisent des téléphones et des machines, le président lui-même se balade avec un téléphone portable. Bon, moi j'ai jamais vu son téléphone portable, mais effectivement, s'il se balade avec un téléphone portable, oui. ça pourrait être intéressant de quand même tester la sécurité du téléphone. Le problème s'est posé aux États-Unis. Je ne sais pas si vous vous souvenez avec le fameux téléphone de Barack Obama qui refusait que les services le vérifient et le sécurisent. Ben, en tout cas, il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que ce soit le président ou les ministres, on doit tester. Mais je pense que peut-être que l'ADIE fait ce travail. En tout cas, j'espère qu'ils le font. On doit tester l'ensemble des dispositifs qui sont utilisés par les hautes autorités de notre pays, que ce soit les militaires, le président de la République, les ministres, etc. Tous ces équipements, même jusqu'à, parce que ça m'avait d'ailleurs valu une fake news, oui. jusqu'aux tablettes qui sont au niveau du Conseil des ministres. Oui, il y a des tablettes, oui. On doit tout tester. Je pense que l'ADIE teste. En tout cas, j'ose espérer que l'ADIE teste. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'officiellement, on n'a pas de centre de rétro-engineering au Sénégal et il serait intéressant de mettre en place ce centre qui dépendrait naturellement de l'Agence nationale de cybersécurité. Et l'émission peut s'arrêter là. Je pense que c'est une très bonne conclusion. Merci Baïdissi d'être venu à cette valise diplomatique. C'est très intéressant, ce sujet est très passionnant. Je pense qu'on va en reparler sous d'autres angles, avec peut-être des juristes, des fiscalistes, etc. Parce qu'il y a plein d'aspects, au-delà des questions techniques elles-mêmes, il y a un certain nombre d'aspects donc, sur lesquels il faudrait se pencher. Merci beaucoup Baïdissi. Je rappelle que vous êtes directeur général de Saytu SA, diplômé de l'Université Paris-Dauphine, professeur associé au CESAG et auteur du livre blanc sur la cybersécurité au Sénégal. Merci. Je vous remercie au nom de Saytu. Oui. Et j'en profite pour féliciter mes collègues qui ont travaillé également avec moi sur le livre blanc. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci Baïdi. Quant aux auditeurs et téléspectateurs d'ITV, merci de nous avoir suivis et à très vite pour un autre numéro de la valise diplomatique. Yeah, E-Radio, country run this point, try E-Radio, country run this point, try I'm listening, E-Radio, my mom like that, no, yeah, mom like that, E-Radio, my mom like that, no.